le professeur Mienje. Je vais parler de la thérapeutique de la COVID-19. Et comme on se rendra compte, malheureusement, on est un peu démunis. Donc, comme vous le savez, en principe, lorsqu'on prend en charge les patients qui ont la COVID-19, on a plusieurs types de patients. Il y a des patients asymptomatiques, il y a des patients qui ont des symptômes légers, il y en a qui ont des symptômes modérés, sévères ou très sévères, voire qui sont aux soins intensifs. Bien entendu, tous ces patients-là, on ne va pas les soigner de la même façon parce qu'ils sont à différents stades de la maladie. Comme on le voit sur le schéma ici, il y a des patients qui sont au stade de la réplication virale, donc idéalement, il faudrait les mettre sous traitement antiviral. Il y en a qui sont déjà à un stade plutôt inflammatoire de la maladie, ou idéalement, il faudra les mettre sous traitement anti-inflammatoire. Et également, quand on est au début de la maladie, au plus on a des anticorps, au mieux c'est pour qu'on n'évolue pas vers une stade un peu plus importante de la maladie. Donc, dans le traitement de la maladie, on aura quatre armes à avoir. On aura un traitement antiviral, on aura des anti-inflammatoires, des traitements anticoagulants et également un traitement qu'on appelle supportif. Dans le traitement antiviral, le plus connu, bien entendu, qui a fait débat un peu partout, c'est bien entendu la chloroquine et surtout l'hydroxychloroquine, qui a été largement médiatisée grâce au professeur, avec l'aide du professeur Raoult. Médicament qui est très connu, qu'on a utilisé surtout pour la prévention et aussi le traitement de la malaria, bien qu'après, suite aux résistances, on l'a un peu moins utilisé. On continue encore à l'utiliser en rhumatologie pour les maladies inflammatoires. Il a une action d'acidification au niveau des endosomes et probablement il inhibe également la réaction inflammatoire et module au niveau intracellulaire. In vitro, il bloque la réplication virale intracellulaire, en tout cas in vitro. Le professeur Raoult en a fait son arme de prédilection et donc, comme je disais, ça a été largement diffusé, surtout suite à une étude qu'il avait publiée à l'Institut de pathologie à Marseille, étude qui malheureusement a été fortement décriée parce que la méthodologie était un peu bancale. Est-il qu'au bout de son étude qu'il avait publiée, il a conclu en fait que l'hydroxychloroquine avait un effet antiviral in vitro, mais également in vivo, et que si on l'associait à l'azithromycine, en tout cas, on avait un effet synergique qui pouvait être bénéfique pour traiter les patients. Les patients, comme il disait, les patients qu'on traitait très tôt, hein, quand ils étaient au stade pré-symptomatique ou très peu symptomatique, qu'il fallait les traiter. Il ne fallait pas donner l'hydroxychloroquine chez les gens qui avaient des symptômes déjà évolués. Nous l'avons tous utilisé. En Belgique aussi, on l'a tous utilisé. Il faisait partie dans plusieurs protocoles de traitement. En tout cas, il était fortement utilisé. Et puis, il y a eu un premier holà qui a été posé lorsque 3 médecins américains, dont le professeur Mera, ont publié un article dans le Lancet qui incluait près de 100 000 personnes, qui incluait près de 95 à 100 000 personnes, disant que la molécule n'était pas très bénéfique. Mais surtout, il disait qu'il y avait une mortalité importante de près de 10%. Malheureusement, on s'est rendu compte que les données qu'ils nous ont fournies n'étaient pas des vrais patients, entre guillemets, c'était surtout, comme on disait, du big data, c'était plutôt des données numériques, hein, ce n'était pas vraiment des patients. Ils n'ont jamais voulu expliquer avec quels hôpitaux ils avaient travaillé. Et au vu de la polémique importante que cela a suscité, l'étude a été retirée et eux-mêmes se sont retirés également. Donc, on a même crié au scandale, presque voire à la fraude. Ils avaient publié tant dans le Lancet que dans le New England. Leurs 2 articles ont été retirés et c'est ce qui a valu le ricanement du professeur Raoult. Ça, c'était le premier holà qui a été fait. Et puis, dans un second temps, il y a une étude anglaise qui s'appelle Recovery qui a été réalisée auprès d'un nombre important de patients, à peu près 4 700 patients. Et sur les 4 700 patients, on s'est rendu compte, à qui on donnait des hautes doses d'hydroxychloroquine, on s'est rendu compte qu'au 28e jour, sur les 2 patients, certains chez qui on donnait de l'hydroxychloroquine et les autres, on faisait surtout des soins usuels, hein, usual care, on s'est rendu compte qu'au 28e jour, il n'y avait pas de différence de mortalité par rapport aux gens à qui on donnait l'hydroxychloroquine vis-à-vis des gens à qui on donnait rien d'autre.
raison pour laquelle il n'y avait plus beaucoup de bénéfices de poursuivre avec l'hydroxychloroquine. Ça a été vraiment un autre coup d'arrêt qui a été porté vis-à-vis de l'hydroxychloroquine. Et lorsqu'on compile toutes les études faites tant en prophylaxie chez les patients asymptomatiques, les gens qui sont hospitalisés au stade léger, intermédiaire, même ceux qui ont été aux soins intensifs, toutes les études randomisées à grande échelle sont tous avérées négatives. Il n'y a pas d'études pour confirmer en tout cas l'utilisation de l'hydroxychloroquine à grande échelle comme on nous l'avait proposé par le professeur Raoult de Marseille au début. Et donc maintenant, progressivement, l'hydroxychloroquine n'est presque quasi plus, pour ne pas dire, n'est plus du tout utilisée, en tout cas en Europe, dans les protocoles standards vis-à-vis de la COVID-19. J'ai fait une petite parenthèse. En Belgique, on avait fait une étude plutôt observationnelle sur 8000 patients où on a récupéré tous les gens chez qui on avait mis sous hydroxychloroquine. Et effectivement, chez ces patients-là, lorsqu'on regardait a posteriori, on s'est rendu compte qu'il y avait, chez les gens à qui on avait mis l'hydroxychloroquine par rapport à ceux qu'on avait fait les soins standards, il y avait une relative baisse donc il n'y avait pas d'amélioration clinique, mais en tout cas une mortalité moindre dans les groupes hydroxychloroquine par rapport à ceux à qui on avait suivi juste simplement. Mais malgré cela, ce n'est pas une preuve pour dire qu'il y a une diminution de la mortalité ou qu'il y a un effet antiviral avec la molécule. Raison pour laquelle actuellement, en tout cas en Belgique et dans la majorité des pays européens ou de l'Ouest, occidentaux en tout cas, on n'utilise quasi plus l'hydroxychloroquine. La deuxième molécule qu'on a utilisée, c'est le remdesivir. Première étude parue dans les New England qui a montré un bénéfice de la molécule, surtout chez les patients sous oxygène, mais pas de bénéfice chez les patients qui n'avaient pas d'oxygène ou chez les patients qui n'avaient pas une ventilation mécanique. L'étude faite par l'OMS qui s'appelle Solidarity a montré qu'il n'y avait pas de bénéfice. Ça, c'est la première étude publiée dans New England qui avait montré qu'il y avait un relatif bénéfice de l'utilisation de la molécule. Mais dans un second temps, l'étude Solidarity, qui est l'étude de l'OMS, qui a comparé cela par rapport au groupe contrôle placebo, on n'a pas observé une relative amélioration. Il n'y avait pas de bénéfice, en tout cas, à utiliser le remdesivir. La Belgique a mis un coup d'arrêt en attirant notre attention de ne pas l'utiliser également. Et maintenant, l'OMS dit carrément qu'il ne faut plus utiliser le remdesivir. Il n'y a pas de bénéfice à l'utiliser. Deuxième volet d'un traitement, c'est le traitement anti-inflammatoire qui est surtout dominé par la dexaméthasone, qui est un corticoïde. Molécule qu'on utilise surtout pour les stades modérés à sévères, surtout chez les gens qui ont des infiltrats au niveau radiologique et surtout chez les gens qui sont sous oxygène. On peut donner la dexaméthasone ou on peut donner les autres corticoïdes équivalentes. Et grâce à la dexaméthasone, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'en tout cas chez les patients qui nécessitent de l'oxygène ou qui sont ventilés, on observe une diminution de la mortalité de 1/3 chez les patients chez qui on donne la dexaméthasone au AJ28. Et également chez 1/5 des patients chez qui on utilise l'oxygène. Troisième volet de traitement qu'on donne chez les patients, c'est le traitement anticoagulant, parce qu'on sait que chez ces patients-là, ils ont plus tendance à faire des événements thromboemboliques, à savoir des TVP ou voire des embolies pulmonaires, raison pour laquelle on recommande l'utilisation des héparines à bas poids moléculaire à la posologie de 50 unités internationales anti-DISA. Et si le patient est aux soins intensifs, là, on donne des doses un peu plus importantes. Et alors, on suit les recommandations de la Société belge de thrombose hémostase que je présente là. Et le dernier volet de traitement, c'est plutôt un traitement supportif, c'est-à-dire l'utilisation de l'oxygène ou de toute machine ou procédé qui peut aider à améliorer la ventilation chez le patient. L'oxygène, on va augmenter la quantité d'oxygénothérapie en fonction du degré d'hypoxémie du patient. On a un algorithme où on augmente l'oxygène jusqu'à 3 litres, jusqu'à 6, jusqu'à 12 et ainsi de suite. Et on utilise différentes interfaces. On peut utiliser les lunettes, on peut utiliser un masque simple, on peut utiliser le masque avec réservoir. On peut utiliser ce qu'on appelle le double trunk masque. C'est un masque, comme vous voyez, avec 2 tuyaux annelés qui augmentent également la FiO2. On peut également utiliser la CPAP ou l'Optiflow, qui est une machine également qui délivre de l'oxygène réchauffé, entre guillemets, et qui va
améliorer la FiO2 chez le patient. Ça, ce sont les 4 traitements qu'on utilise, en tout cas actuellement en Belgique, dont ces 2 autres que je vous ai dit qui n'ont malheureusement pas montré d'efficacité. Et puis, il y a d'autres alternatives thérapeutiques qui existent, dont par exemple la favipiravir, qui est une molécule qu'on utilisait surtout au Japon contre la grippe, qui semblerait-il, pour avoir un effet thérapeutique, il faut des hautes doses et dont la toxicité est très limite par rapport à si on devait l'utiliser chez la COVID. Ce médicament n'est pas disponible en Belgique, donc on ne l'utilise pas. L'autre molécule qui existe également, c'est le camostat, qui est un inhibiteur de la sérine protéase, qui semblerait-il également a un effet sur la COVID en inhibant un récepteur qu'on appelle le TMPRSS2. Et il bloque également la réplication virale de la cellule intracellulaire. On utilise ça pour le cancer du pancréas au Japon et qu'on a repositionné pour la COVID, mais on n'a pas également la molécule en Belgique. L'azithromycine, molécule qu'on associe essentiellement avec la chloroquine, qui est un antibiotique macrolide, et qui, les deux, avaient un effet bénéfique, on pensait avoir un effet bénéfique vis-à-vis de la COVID. Il y a l'étude Recovery, qui est l'étude anglaise qui est apparue récemment, a publié récemment, le bras utilisant l'azithromycine, a montré malheureusement qu'il n'y avait pas de bénéfice à utiliser l'azithromycine dans la COVID, sauf chez les gens chez qui il y a un intérêt spécifique d'utiliser un antibiotique, mais en tout cas, pas d'indication de mettre l'azithromycine dans le traitement. Et alors, comme on le voit ici, quand on compare l'utilisation de l'azithromycine par rapport aux soins standards, les 2 courbes se croisent, il n'y a vraiment pas de bénéfice. Le Kaletra, donc l'association lopinavir-ritonavir, molécule également qui n'a pas montré de bénéfice chez les patients qui ont la COVID. L'OMS a également demandé de ne plus l'utiliser parce que toujours dans l'étude Solidarity, il n'y a pas de bénéfice démontré à utiliser la molécule. Il y avait l'étude publiée dans le New England au mois de mai qui montre que l'utilisation de l'association lopinavir-ritonavir n'a pas plus de bénéfices que les soins standards chez des patients qui ont la COVID. Et maintenant, l'OMS vient de demander d'arrêter d'utiliser également cette association dans le traitement du COVID-19. On a parlé de l'interféron également. Ce sont des molécules qui modulent la réponse inflammatoire. Même chose. L'OMS, toujours dans l'étude Solidarity, a montré qu'il n'y avait pas d'amélioration de survie à utiliser les interférons. On sait que les interférons modulent la réaction inflammatoire et on suppose que chez les patients qui ont la COVID, ils sécrètent un peu moins d'interférons, raison pour laquelle la maladie s'emballe et devient beaucoup plus importante. On voit ici dans l'étude Solidarity que les 2 courbes, tant dans le groupe contrôle que le groupe interféron, il n'y a pas de bénéfice significatif pour pouvoir utiliser la molécule. D'autres agents immunomodulateurs comme le tocilizumab, qui est un anticorps monoclonal humanisé qui bloque l'action des récepteurs de l'interleukine 6, ont été proposés également comme thérapeutiques pour la COVID. Mais même chose, un article paru récemment dans les New England utilisé chez les patients qui ont la COVID-19 montre également qu'il n'y a pas de bénéfice à l'utiliser. On ne voit pas une amélioration dans la survie chez les patients chez qui on met sous tocilizumab. Alors, il y a eu le placement chez les patients convalescents, qu'on avait même utilisé chez le président Trump, qu'on propose également chez les patients. Il y a eu une revue de la Cochrane Database, c'est-à-dire une revue de la littérature faite chez tous les patients, revue de toute la littérature chez les patients chez qui on a utilisé le placement des patients convalescents. Même chose, pas de bénéfices démontrés. Il faut des études plus approfondies à large échelle pour pouvoir confirmer l'utilisation du traitement. Les anticorps monoclonaux, on en a proposé également. Il y a des études préliminaires très prometteurs, dont celui que j'ai retrouvé le plus, c'est le LY-CoV 555, qu'on a utilisé chez les patients en COVID-19. Mais encore, il faut des études supplémentaires parce que ça reste à ce stade-ci très prometteur, mais pas encore de bénéfices réellement démontrés. Et l'ivermectine, qui est un anti-helminth, qui semblerait-il a une réaction pour diminuer les cytokines pro-inflammatoires. On l'utilise également pour la gale. On a des études prometteuses dans le modèle animal, mais rien de particulier, pas encore spécifique chez l'homme. Donc, comme vous voyez, de toutes ces études que je vous ai montrées, on a plusieurs phases, la phase de la réplication virale et la phase pro-inflammatoire.
on a différentes molécules qu'on aurait pu utiliser, le remdesivir, la chloroquine, l'hydroxychloroquine, le plasma chez des patients convalescents ou des corticostéroïdes. On a des effets promoteurs, mais on n'a encore rien de très curatif. On a essayé on ne voit pas très bien, on a essayé de repositionner certaines molécules, les molécules qu'on avait pour l'Ebola, le remdesivir, les molécules qu'on utilisait pour le HIV, les molécules qu'on utilisait pour la malaria, toujours rien. Le seul qui reste encore prometteur pour le moment, c'est les molécules anti-inflammatoires, à savoir la dexaméthasone. Et alors, on essaie également le seul voie d'issue qui nous reste, étant donné qu'on a tout épuisé, en essayant de repositionner les molécules ou actuellement en utilisant les médicaments anti-inflammatoires, à savoir la dexaméthasone. La seule issue qui nous reste, bien entendu, c'est la vaccination. Et ça, le professeur Yombi va nous donner l'espoir.